juste pour info, je crois que j'en parle un peu après, mais des fois que j'oublie. Ça dépend des périodes, mais par exemple, sur les Jeux Olympiques, on a beaucoup moins de nageurs qui ont utilisé ça que d'habitude. Une des explications pour moi, c'est qu'ils avaient peut-être certains peur de voir qu'ils n'étaient pas bien hydratés. Et donc, il y avait comme Manodou qui enlève sa bague au début du stage parce qu'il ne veut pas forcément qu'il ait d'indication sur ça, etc. Donc, nous, il n'y a pas de problème, hein, on s'adapte à ça. Pour le coup, sur le coup de la bague, je trouve que c'était plutôt judicieux si ça le faisait psychoter. Sur l'hydratation, si ça tenait qu'à moi, j'aurais trouvé bien de pouvoir checker ça pendant le stage avant les JO. Alors que là, il n'y a que 2-3 nageurs qui l'ont fait. Et je suis assez persuadé qu'il y en a qui n'étaient pas assez hydratés, et que ça aurait été bien de vérifier et de s'améliorer un petit peu. Mais comme notre philosophie, c'est de ne pas l'imposer. Et excuse-moi juste, et pourquoi ne pas collecter, ne pas donner pour ne pas perturber l'athlète, mais savoir après, et par exemple dire à Manodou, effectivement, le jour J, tu étais prêt, ou non, tu étais à 80%. Oui, alors en plus, pour le coup, c'est vrai que sur la bague, on peut le faire en plus. Donc on aurait vraiment pu le faire, c'est-à-dire que on peut cacher les données. Donc ça, on aurait pu le faire. Et d'ailleurs, sur certains aspects, des fois, on le fait, ou même sur la variabilité cardiaque, c'est des choses qu'on a pu faire. Sur l'hydratation, c'est plus compliqué, parce que du coup, on pourrait le faire également. Mais comme là, ça leur demande de faire le test, amener leur pot de pipi, en général, ils n'aiment pas trop tout ça. On l'a pas fait, mais évidemment, on pourrait. Alors, on pourrait, en tout cas, plus facilement sur des mondiaux, etc., pour les JO. À la limite, si pour les JO, on n'a pas les données. Mais oui, carrément. Ensuite, les lactates, ça a été aussi un petit peu évoqué, juste pour vous dire qu'on fait des mesures post-course pour essayer de déterminer un pic, avoir un indice de la contribution aérobie. On prend des lactates après la récupération, c'est pas forcément tout le temps, plus c'est bas, mieux c'est, mais il y a quand même un peu de ça. Et donc on essaye de voir avec eux, alors je n'ai pas eu le temps de tout décrire ici, mais certains font du vélo. Là, en l'occurrence, c'était une compétition où il n'y avait pas forcément de bassin de récupération. On essaye de noter aussi le temps de récup, et vous pouvez voir, parfois, si on fait que 27 minutes de récup, on est encore à 4, alors que si on fait 45 minutes, on est à 1 et quelques. Et là aussi, c'est un travail d'éducation avec les sportifs, et j'ai pas eu le temps de le présenter, mais on a proposer des protocoles de récup différents, des 20 x 50, 30 x 50, des 800, essayer de voir ce qui faisait plus ou moins baisser les lactates, ce qui correspondait aux nageurs. Donc c'est aussi comme ça qu'on construit les choses. À chaque fois, il n'y a pas une vérité pure scientifique validée, mais après c'est libre aux nageurs de faire leur choix et de faire leur propre protocole. Là, j'en ai mis un peu trop, mais juste c'était un test de 10 km sur des nageurs d'eau libre, mais qu'on avait fait dans la piscine à côté, là, il y a quelques années. Ils faisaient certaines pauses pour pouvoir prendre des mesures physiologiques. Juste pour vous dire qu'on associe aussi des valeurs de glycémie par rapport justement à la nécessité d'apport nutritionnel pendant la course. Et là, chez ce nageur-là, on voyait qu'il y avait des valeurs très très basses de glycémie. On dit qu'en général, en dessous de 70, on est en hypoglycémie. Donc là, à ce moment-là, au milieu, il était en hypoglycémie, avec des lactates très bas, mais qui étaient peut-être liés à cette hypoglycémie, parce que très peu de glucose circulant dans le corps. Donc voilà, là aussi, ça nous permettait derrière d'affiner les stratégies nutritionnelles pour les nageurs. J'y vais très vite, mais on s'était amusé sur une compète sur les lactates max à profiler en fait selon les groupes d'entraînement et peut-être faire ressortir des stratégies d'entraînement différentes. Donc ça c'était plus pour nous, mais c'était rigolo. Et puis pour conclure sur ça, je me suis déjà risqué à essayer de résumer un petit peu les différents indicateurs.
sur une même fiche et le partager aux entraîneurs et tout ça pour avoir une vision un peu plus globale et ne pas prendre qu'un indicateur. Mais c'est quelque chose que j'ai encore du mal parce que du coup il y en a de partout, on ne sait pas où regarder, déjà moi, même si j'essaye que ça soit pas trop moche. Et je me rends compte que les entraîneurs, c'est pas un reproche, plus de mal en tout cas à réceptionner ça, peut-être qu'à le lire ensemble ça serait plus facile. Donc on voudra dans le futur aller un petit peu plus loin sur l'interaction entre ces différents marqueurs de l'état de fatigue et pour pouvoir être un petit peu plus fin, un petit peu plus précis dans notre analyse. Voilà pour ça. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Je vais vous livrer donc un petit peu sur les retours de l'expérience olympique et puis également ce qu'on a proposé comme protocole issu de tout ce que je viens de vous montrer. Donc on a fait un stage à Vichy d'une dizaine de jours avant d'aller à Paris. Donc ce que nous on a proposé de manière assez encadrée, même si là rien n'était obligatoire aux nageurs, c'était les produits de notre marque partenaire STC Nutrition pour qu'ils aient des glucides, des protéines, etc. Donc là ils ont une petite annexe sur ça et on avait un petit peu bossé dans l'année, j'en parle un tout petit peu après. On avait donc des surmatelas thermorégulants, alors normalement c'était plus pour l'aspect chaleur, finalement ils ont aussi servi pour l'aspect confort et notamment on les a aussi utilisés au village olympique. On avait aussi un canon de cryothérapie qui a pu venir et donc là on les a conseillé d'en faire une cure d'environ 5 jours pour favoriser l'endormissement. C'était plutôt ça l'objectif. Et donc c'était de la cryo juste avant de se coucher quasiment. On avait bain froid et bain chaud à la fois au Krebs et à la piscine. Et puis évidemment tout ce que j'appelle le matériel kiné qui a été évoqué, les bottes, l'électrostimulation, rouleau de massage, etc. Plus, j'en parle pas ici parce que c'est pas mon métier, mais plus évidemment tous les soins kinés. Donc ça, je vais pas revenir dessus, mais donc on avait ces différents outils encore sur le lieu de stage. Donc peu ont utilisé l'hydratation, quelques-uns les lactates sur le stage, beaucoup sur la compétition. Pas mal ceux qui avaient l'habitude d'utiliser la Tanita le faisaient également pendant le stage. Un petit peu de questionnaire et pas mal de variabilité de fréquence cardiaque, de HRV en anglais. Et donc avec tout ça, là je vais vous proposer plusieurs exemples qu'on a pu mettre en œuvre de manière très concrète. Donc ce qu'on leur a proposé, pas tant que ça l'ont utilisé au JO avec regret pour moi, mais c'est comme ça. Beaucoup l'avaient utilisé l'année d'avant sur les mondiaux. C'est un plan en fait de semaine et ensuite un plan détaillé par jour de qu'est-ce que vont faire les nageurs. Donc on leur propose de les aider là-dessus, à la fois d'un point de vue informatique parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire ça, et également derrière de conseiller, voilà, est-ce qu'il vaut mieux que tu ailles d'abord dormir, que tu te fasses masser, ou que tu prennes tel produit, etc. Donc Marie, elle est assez pointue et un peu à l'anglo-saxonne là-dessus, donc c'est cool de bosser avec elle sur ça. Donc voilà, donc on avait d'abord calé ses heures de course en rouge potentiel. Une petite erreur là, mais bon bref. Et donc on avait essayé de caler à quelle heure elle va se lever, qu'est-ce qu'elle va manger, elle avait carrément un détail de ce qu'elle allait manger, le bicarbonate quand est-ce qu'elle allait le prendre, etc. La boisson de récup, quelle heure elle allait prendre la navette, le massage, est-ce qu'elle le faisait à la piscine ou au village olympique, etc. etc. Donc l'idée c'était d'aller très loin là-dessus
Et ça, pour le coup, je peux commencer un peu à parler de ça. C'est ce que nous avait bien inculqué Bob Bowman, l'entraîneur de Lyon, sur comment est-ce que lui, il avait géré avec Michael Phelps sur tout ça à l'époque. Et l'idée pour lui, c'est d'automatiser en fait le plus de choses que l'on peut pour ensuite finalement laisser l'incertitude, si on doit gérer des incertitudes, ça soit le moins possible. Et donc ça, moi, j'ai vraiment bien apprécié quand il nous avait partagé ça là, il y a un peu plus de 2 ans. Et donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre avec les sportifs. Et pour le coup, c'est un peu un contre-exemple, mais c'est ce qu'on n'a pas fait avec Maxime ici, et je ne dis pas du tout que c'est à cause de ça qu'il n'a pas eu une médaille individuelle, mais à mon sens, pour vous livrer un retour d'expérience, c'est ça qu'à mon sens, lui était moins avancé que certains pour en fait gérer finalement tout ça et se dire ah bah oui, bah là j'ai une demi-finale, mais là j'ai une finale après, comment est-ce que je vais gérer, etc. Et on se rend compte que sur des moments de tension importants comme ça, si on ne l'a pas prévu avant, bah, on perd un peu d'énergie et de sérénité. Ensuite, je vais aller assez vite. Alors ça, c'était pas pour Paris, mais je l'ai quand même mis, c'était pour Tokyo. Donc là, on avait, avec des spécialistes, créé un plan de sommeil sur les vols. On avait 2 vols pour aller au Japon, où on avait donc dit aux nageurs, voilà, il faut dormir dans le premier vol, pas dans le deuxième. Après, vous faites comme vous voulez. Mais, on avait aussi fait ça pour l'Australie. Pour l'Australie, il y a un nageur qui m'avait dit moi j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai envie de faire l'inverse, est-ce que je peux? Je lui ai dit tu peux, il n'y a pas de problème, parce qu'il avait une stratégie et pour le coup un vrai plan, et je pense que son retour était que ça avait bien marché. Et je vous dis ça parce que le résumé de tout ça pour moi, c'est en fait à chaque fois d'avoir un plan, etc. Après c'est bien de bien le faire et de suivre certains préceptes scientifiques, mais je dis ça aussi parce que j'en vois beaucoup qui sont pas du tout organisés et qui pensent pas trop à tout ça. Même si on pourrait croire qu'ils sont tous hyper pointus. Et souvent aussi le rappeler, moi je le vois à les équipes de France, c'est que, alors, il y a plusieurs choses. Il y a les sportifs qui ne sont pas organisés du tout à l'année, mais il y a ceux qui sont très organisés à l'année, et dès qu'il y a un déplacement et qu'on sort de la routine quotidienne, oublient que pendant 6 mois, ils ont appris à manger comme ça, à dormir comme ça. Et ils sont vite pris par l'effet de groupe, ou parce que ce jour-là, c'est pas présenté comme chez eux, et qui se retrouvent à faire n'importe quoi à quelques jours. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est l'arrivée de la compétition, le stress, c'est clair. On en oublie la routine habituelle. C'est clair. Donc voilà, après, bon, ça, je vais aller assez vite, c'est peut-être pas super. De toute façon, je vous laisserai tout. Nos conseils qu'on leur avait donnés pour le sommeil avant les JO. On avait également tout ce qui était protocole nutrition, donc je n'ai pas tout mis, mais en fonction de nos produits, on leur avait dit voilà, vous avez ça, voilà à quel moment et comment vous pouvez les utiliser. Donc on avait bossé aussi, bien entendu, avec une nutritionniste pour faire ça. On avait aussi schématisé une journée d'entraînement type pour leur dire où est-ce qu'il fallait prendre les produits. On a également fait ça dans le cadre du projet D-Day, fait des différentes propositions sur qu'est-ce qu'on fait après la course en termes de récupération. Donc on passe d'abord sur la récupération active, ensuite ou en même temps avec tout ce qui est donc collation, glucides, protéines, etc. Bain froid, c'est l'habitude de faire bain froid, ensuite massage, ensuite dîner, etc. etc. Donc ça, c'est un cadre qu'on leur a donné, mais après, nous, encore une fois, je me répète, mais on ne leur impose pas de le faire absolument, et ils sont 30, on ne vérifie pas pour tout le monde à chaque fois. Et donc on leur donne aussi, parce que finalement tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses et beaucoup d'informations. Donc comme j'ai appris à la fac, une fois qu'on donne plus de 3 consignes différentes, derrière la personne oublie. Donc ça, c'était plutôt laissé en... Ils ont un guide en fait quand ils arrivent en équipe de France, et on leur met pas mal d'infos. Et donc ça, c'était en annexe de ce guide où on leur avait dit, voilà...
si vous n'avez pas trop de billes sur le bain froid, sur l'électrostimulation, etc., ben, voilà ce qui est conseillé et pour quelles raisons. Parce que souvent, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à répondre à tout le monde, comme ils sont beaucoup, c'est oui, est-ce que c'est bien de faire du bain froid? En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien dans certains cas et selon les personnes. Donc la réponse peut pas être juste oui ou non. Donc on essaye de leur donner les informations qu'on peut par écrit et parfois de faire des petits briefs sur des sujets précis à l'oral ou en tête à tête. Et puis ça en fait j'en ai parlé, donc c'était juste le fait que comme on était en France et que c'était un petit peu plus facile que d'habitude au niveau logistique, on a pu avoir ces fameux sur matelas et ce fameux camion de cryothérapie. Et donc pour conclure, c'est l'avant-dernière diapo, juste pour voir si j'ai pas oublié certains commentaires que je voulais faire et dont on avait discuté. Plus par rapport à mon métier, mais voilà, je crois que pour moi c'est important de connaître les besoins spécifiques des entraîneurs. Et si l'entraîneur, à mon sens, ça lui dit pas de bosser sur la récup ou ça lui dit pas d'utiliser la bagoura parce qu'il veut pas qu'on traque ses nageurs et que ça va les rendre, je sais pas moi, qui vont pas vouloir qu'on regarde les données, à quelle heure ils sont couchés, tout ça. C'est arrivé qu'une fille me dise moi je veux pas mettre la bague parce que j'ai l'impression que c'est la police, quoi. Donc voilà, à l'inverse, encore une fois, Manodou, lui, il m'a dit moi je m'en fous, je te fais confiance, je sais qu'il y a des jours où je vais sortir, tu vas le savoir, je m'en fiche, t'es pas là pour juger ça, etc. Donc voilà. Ensuite, quand il s'agit de proposer, moi, du coup, je ne propose que quand je sais déjà que l'entraîneur va être intéressé par tel ou tel sujet. Dans tout ça, ce que j'ai peut-être pas suffisamment abordé, c'est la nécessité d'offrir un retour d'information qui soit très rapide. Voilà. Là, c'est plus l'expérience de 3-4 ans de projet de recherche avec beaucoup de diversité, où on a fait des trucs très très poussés, et au niveau scientifique d'ailleurs, mais où bien souvent, ça n'a pas forcément été super utilisé par les entraîneurs, parce qu'ils avaient des retours vraiment très très longtemps après. Donc là, il faut se mettre d'accord, il y a un peu deux objectifs. Soit c'est l'objectif, c'est la récup à très court terme, et donc là, il faut des retours très vite. Si c'est un objectif d'analyse plus macro, comme tu évoquais tout à l'heure, Maxime, là, il n'y a pas trop de soucis. Un exemple simple, c'est qu'on avait bossé justement sur le sommeil, et donc en 2022 avec des actimètres. On avait mesuré le sommeil des nageurs pendant la période de stage avant les championnats d'Europe. On n'avait aucune donnée à ce moment-là, mais c'était assez calé avec les coachs que c'était plus pour le futur. Par contre, il y avait quand même un coach qui nous avait dit moi ça m'intéresse pas parce que si j'avais les données en direct pour pouvoir éventuellement agir dessus, et bien là c'est cool, mais sinon ça m'intéresse pas. Et puis parce que je crois aussi que à la fois il faut que les sportifs voient que ça leur est utile. Typiquement ici, on n'a jamais réussi à vraiment mettre en œuvre les questionnaires parce que les nageurs commençaient à remplir, on n'arrive pas trop mal à avoir un plutôt beau taux de réponse. De mon point de vue, le coach ne leur faisait pas comprendre ou ne leur montrait pas que ça c'était utilisé pour adapter les stratégies derrière. Donc après, si les nageurs voient ou croient que l'entraîneur ne s'en sert pas, eh bien ils répondent plus, quoi. C'est de la perte de temps pour eux. Bien évidemment, mais là encore, c'est peut-être plus en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne le staff support plutôt que les coachs, mais je crois que tout ça n'est possible que s'il y a une interaction qui est forte et si on passe beaucoup de temps au bord du bassin, puisque sinon ça ne marche pas. C'est pour ça que personnellement, quand je vois que je suis plus suffisamment disponible de manière présentielle ou même à distance, si j'ai plus de temps,
Maintenant, je vais facilement dire, je ne m'occupe plus de ça parce que il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre que moi, parce que j'ai pas la proximité idéale pour faire vivre ces données. Oui, après, c'est aussi le fait, alors là c'est plus sur la partie Jeux Olympiques, mais c'est un peu ce que j'évoquais sur le gel ou sur un nageur qui nous demande 2 heures avant sa finale olympique, est-ce que je prends du bicarbonate ou pas? Et en fait là, je pense qu'il faut être à la fois armé en termes de connaissances, c'est-à-dire est-ce que d'un point de vue théorique, ce serait plutôt positif ou non. Et puis si ça requiert une machine pour tester ou quoi, c'est mieux de savoir l'utiliser. Et dans les moments les plus stressants ou intenses, c'est bien d'avoir cette maîtrise-là, parce que si on ne l'a pas vraiment, c'est compliqué et on peut montrer une forme de fébrilité ou de stress soi-même qui n'est, je pense, pas bonne pour l'athlète. Je parle de ça parce qu'en l'occurrence, sur le bicarbonate, je n'ai pas toute la connaissance de ça, et il y a 2-3 ans, j'y connaissais pas grand-chose, mais je me suis bien documenté. On a fait intervenir des nutritionnistes là-dessus, mais derrière, en compétition, comme ils ne sont pas forcément là, c'est un peu moi qui suis le relais là-dessus. Si j'ai pas un minimum de niveau de maîtrise sur est-ce qu'on peut, quelle dose il faut mettre, etc., ça devient compliqué. Et puis ensuite, ça c'est vraiment ce qu'on a pu constater, et c'est vraiment, je pense, le bilan de tout ça, hein, c'est qu'aux Jeux Olympiques, les nageurs ont utilisé les outils qu'ils connaissaient et qu'ils savaient qui leur étaient utiles, c'est-à-dire qu'il y en a qui en ont laissé de côté certains, il y en a qui ont beaucoup utilisé certaines techniques, certains outils, parce qu'ils savaient que ça pouvait les rendre plus performants. Et puis c'est peut-être là aussi pour faire le lien avec tout et finir sur ça. On avait discuté aussi avec Maxime, c'est à travers l'exemple de Léon qui lui nous a demandé de faire des mesures de lactatémie 3 minutes après ses courses, juste une. D'un point de vue scientifique, nous on devrait dire si tu veux faire après tes courses, même pour identifier le pic de lactate, il faudrait plutôt faire 3, 5, 7, etc. Mais bon, sur des Jeux Olympiques, il n'y a peut-être pas trop le temps. Et puis ensuite, donc son entraîneur voulait qu'il y ait une mesure au bout de 10 minutes de récup, puis une au bout de 20 minutes. Ce que je trouvais intéressant, parce que nous d'habitude on faisait à chaque fois à la fin de la récup, lui voulait déjà tester au milieu pour pouvoir déjà voir où ça en était et potentiellement gagner du temps. Et ça, je dis ça parce que à la fois c'est quelque chose qu'ils avaient eu l'habitude de faire, donc ça faisait partie de leur process, et je pense que c'était aussi, au-delà des datas, quelque chose qui était rassurant pour eux, c'était une sorte de routine, de dire tiens j'ai ça à faire, et donc en fait lui permet de se concentrer sur son process de récup. Et puis en revanche, voilà, je pense que les chercheurs ou les grands scientifiques spécialistes du lactate pourraient dire oui mais ça c'est pas possible de faire comme ça. Et en soi, je pense qu'ils auraient plutôt raison dans l'absolu, mais c'est pas ce qui est pratiqué sur le terrain. Je dis pas non plus que s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu 4 médailles d'or, peut-être qu'il les aurait eu aussi. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était très bien ancré sur pourquoi il le faisait. Ça permettait d'avoir une démarche, et il savait pourquoi il faisait ça. Donc voilà un petit peu la conclusion finale pour tout ça. Merci Romain. Ouais. Une première question. Vous intervenez aussi pour un water polo. Est-ce qu'il y a des spécificités? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des spécificités, en tout cas des grandes différences avec la natation course. Alors j'interviens, je fais des mesures de variabilité cardiaque avec les poloistes du cercle des nageurs, et après je suis un peu associé sur certains tests, mais c'est un collègue qui bosse directement avec eux.
La première spécificité, c'est que c'est un sport collectif et qu'ils ont une dimension tactique qui est beaucoup plus importante. Et c'est assez difficile de rentrer dans le champ physique-physiologique. Donc c'est pas forcément super simple, mais ça commence à être à la fois au club de Marseille et à la fois en équipe de France. Ils ont fait rentrer le champ natation, entraînement natation de manière un peu plus poussée, ce qui a fait aussi une évaluation avancée, tout ce qui était évaluation des capacités physio qui à mon sens était manquante. Par contre, ce qui est top, c'est qu'étant donné que c'est un sport collectif, on peut beaucoup plus facilement dire on fait comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Parce que déjà c'est une équipe plutôt qu'un individu sur l'aspect performance, et que c'est aussi des gens qui, c'est un peu cruel, mais qui sont sélectionnés de manière subjective. Donc s'ils ne rentrent pas trop dans le rang, voilà. Après, par contre, sur tout ce qui est récup, sur ce que j'ai évoqué réellement là, c'est plus dur sur la partie individualisation dans l'entraînement, etc. Parce que les coachs sont pas trop ouverts à ça et peut-être c'est pas trop possible dans ce système-là. En revanche, après, les outils sont les mêmes, nos méthodes d'évaluation sont les mêmes, etc. Vous pouvez revenir sur les tests d'urine pour l'hydratation? Ouais. Vous prélevez le matin au réveil? Oui, on fait le matin au réveil pour standardiser, mais c'est pas forcément au réveil. Hein. Okay, parce que je me pose la question là-dessus, ça dépend de la fiabilité du test. Parce que les couleurs d'urine, ça dépend de qu'est-ce qu'on a mangé la veille, à quelle heure on a mangé, en quelle quantité, est-ce qu'on a bu 1-2 verres d'eau avant de dormir, l'atmosphère de la pièce, l'humidité de la pièce, c'est pas hyper... oui, bon, subjectif en fait. Non, mais tu as raison, c'est pas forcément hyper fiable. Bon, après, de ce que j'ai compris, c'est pas unique. Alors, moi j'ai montré la couleur, mais l'aspect densité n'est pas que lié à la couleur. Donc, c'est pas que ça. En revanche, ça dépend totalement de ce qui a été fait avant. Et en fait, on a par exemple un nageur qui est ici encore. Le matin au réveil, il est tout le temps sur des scores de déshydratation. C'est simplement parce que la nuit, je pense qu'il, entre guillemets, il a pas pris d'eau, etc. Donc dans ses urines, on voit que c'est pas super bien hydraté. Par contre, si on le prend dans la journée, à chaque fois c'est nickel. Donc je suis complètement d'accord sur le fait que c'est pas hyper fiable sur ça. En fait, c'est pas forcément hyper valide, mais c'est plutôt fiable. C'est-à-dire que si tu le reproduis à chaque fois au même moment, etc., je pense que les variations sont quand même plutôt pas mal. Ça donne un indicateur par rapport à l'individu. Voilà. Mais bon, après, je suis tout à fait conscient que c'est pas super simple. J'avais une autre question. Est-ce que vous avez observé, par exemple, sur des athlètes qui combinent, par exemple, bain froid, massage, pressothérapie, est-ce qu'il n'y a pas un effet délétère au bout d'un moment si on combine tout un tas de... Alors sur les effets combinés, je sais pas, parce que dès qu'on combine les choses, c'est difficile de savoir ce qui a rendu tout ça. Ou alors on pourrait effectivement comparer combiné versus juste une méthode. Ça, je réfléchis, mais je pense pas qu'on l'ait vérifié. En revanche, mon sentiment, c'est la surutilisation non nécessaire des bots, des machins, des trucs où... mais ça, c'est plus du ressenti que des data. Mais je ne l'ai pas vraiment vérifié. En tout cas, sur mes indicateurs à moi, j'avais vu sur presque aucun effet sur les bots. Mais c'était plus sur c'est plus sur les aspects centraux que locaux. Donc peut-être c'était aussi pour ça. Mais je partage cet avis, mais je ne l'ai pas vérifié avec les data. Oui. Est-ce que sur les tests de variabilité de fréquence cardiaque, une montre, par exemple une Garmin qui propose un test de variabilité, ça peut être intéressant déjà comme approche En fait, ce qu'il faut regarder pour la variabilité cardiaque, c'est que ça fonctionne vraiment sur l'espace entre deux battements du cœur. Et que pour être précis, il faut vraiment avoir un très bon signal. Donc c'est pour ça que nous on préfère la ceinture, puisque là Polar peut même faire des électrocardiogrammes, donc il n'y a pas trop de soucis. Sur le doigt, ça reste pas trop mal, parce qu'au niveau optique, ils arrivent quand même plutôt bien à prendre le pouls.
Sur l'avant-bras, c'est dans ce que moi je lis les études, hein, c'est quand même assez critiqué. Ça s'améliore au fil du temps. Moi, je trouve que mon point de vue, enfin en fait, je suis partagé parce que mon avis, moi je voudrais absolument pas utiliser ça, le poignet. Et d'un autre côté, je pense que, je vais pas me dire c'est mieux que rien, mais je pense que on s'approche d'une validité qui est pas trop mal. Donc tu vas peut-être moins bien mesurer les petites variations. Par contre, s'il y a des très grosses variations, à mon avis, elles vont être détectées par la montre. Donc, bon. Mais en tout cas, il faut faire attention. C'est intéressant d'utiliser, couplé avec du coup le capteur Ah oui, oui, oui. fréquence cardiaque. Ouais, bien sûr. Après, je sais plus trop là maintenant si c'est possible ou pas, mais si tu as une Garmin, il vaut mieux faire ton test. Voilà, si tu... Ah oui, si c'est ça, c'est bon. Il propose un test en fait, mais tu Oui. peux utiliser le VRC effort. Ouais, bah alors le risque c'est que là-dessus, c'est tous les trucs automatisés qui vont filtrer automatiquement. Bah, quand il y a un bon signal, il n'y aura pas trop de soucis. Quand il y a un mauvais signal, voilà. Si tu as une ceinture Polar ou Garmin, normalement, c'est correct. Enfin, c'est normalement très bien. Mais, là aussi, j'estime à aller sur 10 nageurs qui ont une ceinture Polar. À chaque fois, moi, je le fais manuellement, mais si on le faisait automatiquement, je pense qu'il y en a 6-7 où c'est nickel, un ou deux où c'est moyen, et un où c'est pourri, quoi, en moyenne. Donc, faut que tu tombes bien. Et une autre question, c'est sur la récupération active. C'est quoi un peu la fenêtre qu'on a pour faire la récupération active? Et dans le cas, par exemple, de l'apnée, pour les lactates, est-ce qu'il y a une fenêtre qu'on peut prendre Tu veux dire... en termes de temps, juste après une séance Bah, nous, sur ce qu'on préconise, enfin peut-être après là c'est aussi le poids de la tradition, mais souvent les nageurs c'est 15 à 20 minutes, ça fait à peu près 1000 mètres. En général, en 1000 mètres, nous on retombe ouais, enfin, ça fait, sur de la récup, ça fait à peu près 20 minutes. On arrive à retrouver nos constantes, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, et d'une manière générale, dans tous les sports, une récup active, ça permet de récupérer les constantes et de Oui, bah, je pense que ça c'est assez, c'est assez global à tout, je pense, hein, où tu as 20 à 30 minutes de récup à environ pas 70% de FC max. Ça peut être sur vélo, ça peut être sur tapis. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Après, je te dis ça par rapport à un effort très intense qui vient de se produire. Ce que je sais moins, et c'est peut-être aussi sur la remarque tout à l'heure, si c'est sur de l'apnée où tu as des muscles peut-être qui sont un peu moins engagés, mais que tu as une intensité liée à l'hypoxie et l'hypercapnie, là j'avoue que je ne sais pas s'il y a des ajustements à faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est parfait. Merci Robin, du coup. Merci. Donc voilà qui conclut notre matinée. Donc ce matin, on a vu qu'est-ce qu'était la fatigue, on a vu comment on la mesurait. Cet après-midi, on va voir comment on peut récupérer. Avec plusieurs aspects. Donc on a Kevin en première partie qui nous parlera surtout du sommeil et de la récupération. Et comme l'ont dit les deux premiers acteurs de ce matin, ils vous l'expliqueront, mais le reste, ce que nous apportera Agathe, qui est kiné, elle le dira elle-même, hein, c'est ce qu'un kiné ou des outils peuvent apporter, c'est le bonus. Mais ce bonus n'intervient et n'a d'intérêt que si ce qui est fait avant est utilisé.